Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait, merci. Donc, on va commencer le troisième laïus. Donc, vous voyez bien les diapos à l'écran? Oui. Oui, OK, merci. OK, donc, oui, c'est ça, on va parler des paramètres d'une distribution. Donc, je vais essayer de faire ça, mais en fait, le laïus est plus court que d'habitude, donc ça va vous donner le temps de poser vos questions par rapport au TP1 que vous avez à remettre jeudi, je crois. Et aussi, c'est des notions plus intuitives que j'imagine certaines d'entre vous ont déjà travaillé avec ou ont déjà entendu parler d'eux. Donc, on va couvrir les paramètres de position, donc, qui indiquent où se situe notre distribution. Donc, ça fait référence aux moyennes, à la médiane et au mode. Et les paramètres de dispersion, donc, quelle forme prend notre distribution, qui fait référence à l'étendue, la variance, l'écart-type, la symétrie, l'aplatissement et la covariance. Donc, et pour terminer, on va couvrir les unités, les chiffres significatifs lorsque vous avez une réponse avec des chiffres et une petite partie sur la programmation R. OK, donc c'est quoi un paramètre? Dans le fond, c'est une valeur qui nous donne une idée sur soit la position ou la dispersion de nos données. Donc, il y en a deux types. Et donc, c'est l'information qui est contenue dans les données et ça indique la forme et la position d'une courbe de distribution. Donc, par exemple, la moyenne et l'étendue. Donc, plus précisément, les paramètres de position, ils permettent de savoir où se situe la majorité de notre distribution par rapport au zéro. Donc, pour ça, on a trois paramètres, donc la moyenne, la médiane et le mode. Donc, comme vous savez déjà, la moyenne se calcule. En fait, si on a les données brutes, la moyenne se calcule avec la formule suivante. Donc, ici, la moyenne est dénotée par X bar et c'est la somme des observations divisée par le N, le petit n qui est l'effectif. Donc, ça, c'est avec les données brutes. Si vos données sont groupées en classes, c'est la somme de la fréquence de la classe multipliée par XI, qui est l'indice de la classe, donc la valeur centrale de la classe. Et on divise toujours par l'effectif. Donc, c'est sûr que si on a des données brutes, on va utiliser les données brutes parce qu'ils fournissent plus d'informations que lorsqu'on groupe des données en classe, on perd la variation au sein d'une même classe. Donc, l'avantage de la moyenne, c'est en fait que c'est un calcul assez facile. C'est le paramètre avec la plus petite erreur type. Donc, l'erreur type, c'est quoi? C'est en fait l'écart d'un paramètre par rapport à lui-même. Donc, étant donné qu'on va travailler avec un échantillon de notre population statistique, donc par exemple, si on prend 15 échantillons différents de notre population statistique et on calcule l'écart type entre les 15 moyennes qu'on a calculées en utilisant les 15 échantillons, c'est la moyenne qui aura le moins de variation comparée au mode et la médiane. Donc, c'est fiable avec un petit échantillon. Les inconvénients, c'est que c'est affecté par les valeurs extrêmes. Donc, dans le cas où on a beaucoup de données très semblables et un donné extrême, ça sera affecté par ça. Et c'est inapproprié pour les distributions hétérogènes, comme vous voyez à l'écran. Donc, ça représente une distribution hétérogène. Donc, mettons, par exemple, ce graphique représente le passage des oiseaux dans la journée. Donc, ça se fait
à l'aube et au crépuscule. Mais si on calcule la moyenne, ça va nous donner que la moyenne va se situer plus vers midi. Donc, en fait, ça nous renseigne rien sur cette distribution. Donc, ici, c'est simplement un exemple d'un calcul d'une moyenne. Donc, ici, les données sont en classe. Donc, vous avez la valeur, l'indice sous la colonne XI, la fréquence. Donc, on a simplement multiplié le XI par la fréquence et on fait la somme de toute cette multiplication et ça nous donne donc 46 divisé par l'effectif qui est ici de 11 et donc ça nous donnerait notre moyenne. Donc, pour la médiane, c'est en fait la valeur du XI central de la distribution une fois que les données ont été triées en ordre. Est-ce qu'il y a une question? OK. Donc, comme je disais, donc, la médiane, c'est la valeur centrale de nos données une fois que nos données ont été mises en ordre du plus petit au plus grand. Donc, en fait, quand on retrouve la médiane, donc dans l'exemple ici, c'est 3. Donc, la moitié de nos données sont inférieures à la médiane et l'autre moitié est supérieure à la médiane. Donc, quand on a un n qui est impair, c'est assez facile de diviser nos données en deux et trouver cette valeur centrale. Et lorsque les données sont paires, en fait, on prend les deux valeurs qui se retrouvent au centre. Donc ici, il s'agit de 6 et de 8 et on fait la moyenne de ces deux valeurs. Donc, dans ce cas-là, ça nous donne 7. Donc, la médiane, les avantages, c'est que ce n'est pas affecté par les valeurs extrêmes et il n'y a pas d'intervalle de classe. Donc, c'est utilisé sur les données brutes, contrairement au mode qui a besoin d'intervalle de classe. Les inconvénients, c'est un calcul difficile dans le sens qu'il faut mettre les données en ordre croissant. Ça néglige des données, donc contrairement à la moyenne qui incorpore toute la distribution dans son numérateur, la médiane ne fait pas ça. Et ça suppose une répartition uniforme sans voir la distribution. Donc, c'est ça pour la médiane. Pour le mode, il s'agit simplement de la valeur la plus fréquente. Donc, c'est le cas sur les données quantitatives discrètes. Donc, ici, c'est 3. Et lorsque les données sont regroupées en classes, c'est la classe dominante. Donc, ici, c'est la classe de 2 à 3. Donc, ça c'est le cas pour les données quantitatives continues. Parce que souvent, il n'y aura pas de mode, étant donné que toutes les valeurs sont différentes. Donc, puisqu'ils auront des chiffres après la virgule, donc ça va en théorie jusqu'à l'infini. Donc, il faut placer les données en classe. Il existe aussi le mode corrigé, donc qui prend en compte les classes de part et d'autre de la classe modale. Donc, comment on calcule ça? C'est en fait avec cette formule que vous voyez à l'écran. Donc, ici, la classe modale, c'est de 6 à 8. Cependant, avec cette formule, on va la corriger. Donc, on prend la limite inférieure de la classe modale, qui est de 6 ici, plus l'intervalle de classe. Donc, ici, c'est des pas de 2. Donc, 2 fois. Et là, on fait la différence entre la fréquence de la classe précédente et la classe modale. Donc, pour cette fréquence, on fait 15, donc la classe modale moins 10. Et donc, ça nous donne, en fait, 15 moins 5 parce que c'est la classe précédente. Donc, ça nous donne 10. Et dans le dénominateur, on utilise cette même valeur 10 plus la différence avec la classe suivante. Donc,
15 moins 10, donc 10 plus 5. Puis, dans ce cas-ci, ça nous donne 7,333. Donc, ça penche un peu plus vers la droite, étant donné qu'il y a plus de valeur du côté supérieur. En fait, la fréquence est plus élevée du côté supérieur. Donc, le mode, il n'est pas affecté par les valeurs extrêmes, comme la médiane. Il montre les variables cycliques dans le sens qu'on peut utiliser deux modes si on a une distribution bimodale, tandis qu'on ne peut pas utiliser deux moyennes pour une même distribution. C'est utilisable pour des variables qualitatives. Donc, pour des variables qualitatives, on ne peut pas calculer des moyennes. Les inconvénients du mode, c'est que elle ne se prête pas à des calculs, contrairement à la moyenne et la médiane qui peuvent être incorporées dans d'autres calculs. Et elle est influencée par le choix de classe qui a une certaine subjectivité ou ambiguïté concernant comment nos classes sont choisies. Donc, ça peut influencer le mode. Et donc, pour une même distribution, deux personnes peuvent trouver deux modes différents dépendamment de comment ils vont choisir leur classe. Mais on aura toujours la même moyenne et la même médiane. François, est-ce que vous avez une question? Okay, j'imagine que non. OK, donc on poursuit. Donc, comment on choisit quel paramètre utiliser ou lequel est plus favorable? Donc, il faut se poser la question de où se situe la majorité des données. Donc, lorsqu'on a une distribution parfaitement en cloche, comme on voit ici à gauche, donc qui s'appelle une distribution normale, en fait, les trois paramètres sont égaux. En fait, ils vont donner le même chiffre, mais on va favoriser la moyenne parce qu'elle a le plus petite erreur type et c'est elle qui incorpore toutes les informations. Lorsqu'on a une distribution bimodale, la moyenne sera égale à la médiane et va se situer environ ici. Et on est mieux d'utiliser deux modes, étant donné qu'il y a deux pics. Ici, on a ce qu'on appelle une distribution asymétrique à gauche. Donc, la moyenne va être influencée par les valeurs extrêmes ici. Donc, ça va être la plus petite. C'est celle qui va nous donner le plus petit chiffre numérique. La médiane est moins influencée par ces valeurs extrêmes. Mais elle va quand même tendre un peu plus vers la gauche, étant donné qu'il y a plus de valeurs de ce côté. Et la mode va être influencée par comment les classes ont été déterminées, mais ça va nous donner la meilleure idée par rapport où se situe la majorité de nos données. OK, maintenant, on va parler des paramètres de dispersion. Donc, il y en a 4. Donc, ils vont caractériser l'élargissement de la courbe, donc l'étendue, la variance, l'écart type et le coefficient de la variation. Puis, par la suite, la forme de la courbe qui va être par les deux paramètres, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement. Donc, la dispersion, ça nous indique comment les données vont être réparties autour du point central. Est-ce que les données sont très agrégées ou est-ce qu'ils sont très dispersées? Donc, l'étendue de variation, c'est en fait le Xmax moins le Xmin. Et en bas ici, vous avez la fonction range qui vous permet de calculer ça avec R. Donc, cette étendue n'est pas à confondre avec l'étendue qu'on a vue au dernier laïus, qui était l'étendue de nos classes qu'on a calculé pour avoir dans le fond, l'intervalle de nos classes pour construire notre histogramme. Donc, la variance est calculée en fait, elle est dénotée dans la population statistique avec le sigma au carré. Donc, c'est la somme des xi moins la moyenne, qui est désignée ici par la lettre mu, au carré.
Donc, ici, c'est la formule si on avait accès à toute notre population statistique, mais ce n'est souvent pas le cas. Oups, là. OK. Donc, pour l'échantillon, c'est symbolisé par le S carré. Et ici, on utilise le X bar pour la moyenne lorsqu'on fait référence à notre échantillon. Donc, et la fonction en R, c'est var avec nos données. Donc, pourquoi je vous fournis les formules mathématiques, même si vous allez presque jamais devoir calculer tout ça à la main, c'est que dans le fond, c'est important pour la compréhension, pour l'examen et lorsque, dans votre TP1, lorsqu'il vous demande de procéder, en fait, d'utiliser deux façons de calculer, ben, vous pouvez utiliser la fonction directe et une autre manière de le faire, c'est avec la formule mathématique que vous voyez à l'écran. Donc, juste un exemple de comment on calculerait la variance à la main, mais vous n'aurez pas à faire ça. Donc, ici, vous avez les valeurs de XI. Ici, vous avez la somme. Par la suite, on a fait le calcul de la moyenne. Donc, on a pris le total 20 divisé par l'effectif. Donc, ici, on a 5, notre N est égal à 5, on a 5 données, donc qui nous donne une moyenne de 4. Par la suite, on a soustrait la moyenne, donc 4, de nos données. Et le résultat de cette soustraction a été mis au carré. Par la suite, on a additionné tous ces écarts par rapport à la moyenne au carré et qui nous donne 16. Et on a divisé ce 16 par n-1, donc 5-1. Donc ici, c'est 4, qui nous donne 4, qui est égal à notre variance de notre échantillon. Donc, pour la variance, il y a aussi une formule alternative qu'on utilise lorsqu'on a déjà certaines sommes qui nous sont fournies. Mais encore une fois, vous n'aurez pas à faire ça. Je vous l'indique ici simplement pour que vous l'ayez avec vous. Et lorsque les données sont en classe, on utilise cette formule qui utilise le même principe qu'on a utilisé quand nos données étaient en classe pour la moyenne. Donc, on multiplie la fréquence par la soustraction de xi moins x bar, donc la moyenne au carré. Donc, la variance, dans le fond, ça va nous indiquer que lorsqu'on a une plus grande variance, ça signifie qu'il y a une plus grande dispersion de nos données. Et les unités ici sont l'unité qui correspond à votre variable mis au carré. Donc, par la suite, l'écart-type, dans le fond, l'écart-type, c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc, et en anglais, ça s'appelle standard deviation. Donc, pour la population statistique, c'est un sigma. Pour l'échantillon, c'est un S. Donc, l'écart-type a les mêmes unités que la variable, donc pas au carré cette fois-ci. Et la fonction dans R, c'est simplement SD. Donc, il y a aussi le coefficient de variation qui indique le rapport entre l'écart-type et la moyenne d'une distribution. Donc, celui-ci n'a pas d'unité, donc il permet de comparer entre deux distributions. Donc, pour un gros échantillon, donc lorsque n est égal à plus que 20, le CV est égal à 100 fois l'écart-type divisé par x bar, donc divisé par la moyenne. Lorsqu'on a un petit échantillon, on ajoute cette partie-là, en fait, cette correction. Donc, c'est 1 plus 1 divisé par 4n. Et vous pouvez imaginer que lorsque l'effectif, le n ici augmente, cette division va tendre vers 0. Donc, ça va juste faire un fois 1.
Donc, ces quatre paramètres, l'étendue, la variance, l'écart type et le coefficient de variation, ça permet de savoir l'élargissement de la courbe. Donc, ici à gauche, vous avez des données très concentrées, donc un petit coefficient de variation, un petit écart type, une petite variance, tandis qu'ici à droite, les données sont très étalées, donc un grand coefficient de variation, une grande variance et un grand écart type. Donc, par la suite, pour les paramètres de dispersion, donc qui caractérisent la forme de la courbe, il y en a deux. Il y a le coefficient de symétrie et le coefficient d'aplatissement. Donc, pour commencer, le coefficient d'asymétrie, donc, qui nous indique si la courbe est centrée ou plutôt déplacée vers la gauche ou la droite. Donc, en fait, en anglais, ça s'appelle skewness et ça indique si la distribution penche d'un côté ou de l'autre. Donc, si c'est moins que 0, c'est plus tiré vers la gauche. Lorsque c'est parfaitement symétrique, c'est égal à 0. Et lorsque c'est étiré vers la droite, c'est plus que 0. Donc, ici, l'équation est la suivante. Donc, K3 sur, en fait, l'écart type au cube. Donc, c'est quoi? K3, c'est en fait égal à cette formule en bas ici, et l'écart type au cube, c'est simplement l'écart type multiplié par lui-même 3 fois. Donc, ici, dans cette formule, vous voyez que c'est l'écart par rapport à la moyenne, donc xi moins la moyenne au cube, et la somme de ces écarts, multiplié par n et divisé par n moins 1 fois n moins 2. Donc, on utilise le même tableau que lorsqu'on a essayé de calculer la variance. Donc, cette fois, quand on calculait la variance, on avait mis le résultat de cette soustraction au carré. Cependant, ici, on va le mettre au cube. Et c'est ce qu'on a fait dans la dernière colonne. Et on va faire la somme de tous ces écarts par rapport à la moyenne mise au cube qui nous donne moins 18. Donc, ça va simplement faire 5 pour le nombre d'effectifs fois moins 18 divisé par 4 fois 3, qui nous donne moins 7,5. Finalement, le coefficient d'aplatissement, ça indique le niveau d'aplanissement de la courbe. Donc, en anglais, c'est kurtosis. Donc, lorsque c'est moins que 0, c'est aplati. Lorsque la courbe est parfaitement en cloche, c'est égal à 0. Lorsque la courbe est pointue, c'est plus que 0. Et lorsqu'il y a ce cas spécial, lorsque alpha 4 est égal à négative 1,2, donc la distribution est parfaitement uniforme et c'est considéré aplati, donc ça demeure négatif. Donc, pour l'équation de ce coefficient, c'est en fait K4 divisé par l'écart type mis au carré. Donc, K4 est égal à la formule que vous avez à l'écran. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a l'écart par rapport à la moyenne mise au 4. Et il y a le reste de la formule, mais on a déjà certains de ces sommes calculées dans notre tableau. Donc, dans cette 5e colonne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mis les résultats de cette soustraction à l'exponent 4. Et on a fait le total de tous ces des écarts par rapport à la moyenne mise au 4 et ça nous donne 100. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc, par rapport aux unités, donc la moyenne, la médiane, le mode, l'étendue et l'écart type ont les mêmes unités que la variable. La variance, c'est les unités mises au carré.
le coefficient de variation, c'est en fait un pourcentage, étant donné qu'on le multiplie par 100. Et les deux derniers paramètres qu'on a vus, donc le coefficient d'asymétrie et d'aplatissement, n'ont pas d'unité. Donc, par rapport aux chiffres significatifs, donc les décimales, donc on essaye de garder, en fait, on essaye de garder tous les chiffres après la virgule lorsqu'on est en train de faire nos calculs. Et on arrondit juste une fois qu'on a terminé tous nos calculs. Donc, dans la réponse finale, on essaye de garder le même nombre de chiffres significatifs qui est fourni dans l'énoncé. Sauf pour les probabilités, on garde tous les chiffres. Donc, vous n'aurez pas vraiment beaucoup de calculs à faire à la main, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Sinon, la programmation en R. Donc, ici, je reprends le même tableau signes vitaux qui contient les données des patients. Donc, la pression, le sexe, l'âge, le poids, le pouls et la taille. Donc là, maintenant, vous connaissez bien Read Point Table, donc ça fait juste intégrer le tableau dans R. Donc, si on veut calculer la moyenne de la variable pression, donc c'est la première colonne ici, pour tous les sujets, est-ce que vous savez quelle fonction on utiliserait? Vous pouvez soit l'indiquer dans le chat ou allumer votre micro. Oui, c'est ça. Il y a François qui indique mine et entre parenthèses vite signe de pièce pression. Oui, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, ça nous permet de calculer la moyenne de la colonne pression dans notre tableau vite, qu'on a nommé vite. La médiane du poids pour tous les sujets, donc ça, c'est la fonction median. Et on va aller chercher la colonne kilogramme, donc kg, avec le signe de pièce dans notre tableau vite. Donc, est-ce que quelqu'un sait comment demander à R les valeurs extrêmes de la variable poids, par exemple? En fait, il y a deux façons de le faire. Oui, avec range et... Oui, c'est ça. Donc, avec range, on peut aller chercher les valeurs extrêmes en indiquant la colonne du tableau sur lequel on veut que R va nous chercher ces valeurs extrêmes. Donc ici, vous avez simplement, donc R, on a placé dans l'objet poids, point min-max, le range, donc les valeurs extrêmes de la colonne kilogramme du tableau nommé vite. Donc, R nous sort 47,3 et 101,3. Par la suite, si je vous demande de calculer l'étendue en utilisant ce que vous avez à l'écran, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée de comment faire ça? Vous pouvez aussi allumer votre micro. La raison pourquoi je vous pose ces questions, c'est parce que, en fait, la partie R est quand même, je dirais, quasiment la partie principale de l'examen.
Donc, c'est quand même important que vous maîtrisez bien comment utiliser R, mais c'est pas dire que la logique derrière, mais en fait, vous devez aussi comprendre la logique derrière tout ça, mais euh, une bonne partie de l'examen contient beaucoup en fait, euh, exploite beaucoup votre compréhension de R. OK, bon, ben, je vais continuer. Donc, si on veut calculer l'étendue en utilisant la sortie ici de poids point min max, donc qui vous a sorti le minimum et le maximum. Donc, vous pouvez faire appel à cet objet. Dans le fond, pour calculer l'étendue, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire 101,3 moins 47,3. Ah, il y a une question? Oui, il y a Carl qui indique poids point min max entre parenthèses carré 2 pour indiquer le 101,3 moins le poids point min max et entre parenthèses 1 pour indiquer le 47,3. Donc, c'est exactement ça. Donc, euh, dans le fond, donc le 2 ici permet d'aller chercher la valeur, la deuxième valeur, donc 101,3. Et le 1 vous permet d'aller chercher le 47,3. Donc, pour la variance de la variable âge, donc ça, c'est la fonction var et on va chercher la colonne âge avec, dans ce tableau-là. L'écart type, c'est la fonction XSD. En fait, pour la moyenne, la variance, l'écart type, il y a la fonction directe que vous pouvez utiliser et il y a les formules dont je vous ai montré tantôt euh, que vous pouvez utiliser qui sont un peu plus longues, mais c'est de cette façon que vous devez procéder lorsqu'on vous demande de le faire avec de façon différente dans votre TP. Donc, le coefficient de variation, c'est égal à 100 fois l'écart type divisé par la moyenne. Donc, vous utilisez la fonction calculatrice de R, donc 100 fois SD pour l'écart type, divisé par la moyenne, donc mean. Et finalement, la fonction summary qui vous fournit un résumé de la variable que vous lui demandez. Donc ici, il s'agit de la colonne âge. Donc, il vous faut fournir le minimum, le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et le maximum. Finalement, ici, j'ai mis un tableau qui représente les différences entre une matrice et un data frame dans R. Donc, je vous conseille vraiment fortement de faire tout l'exercice relié au tableau OURS et celui relié au tableau Singvito que j'ai mis sur Studium. Parce que, comme j'ai dit, l'examen va vraiment tester vos connaissances par rapport à la manipulation des données dans R. Donc, et les données se manipulent sous principalement trois formes en R, donc soit des vecteurs, des matrices ou des data frames. Donc, les data frames, la façon de concevoir les data frames, dans le fond, c'est que, dans le fond, c'est un tableau. Donc, chaque colonne a un certain type d'éléments et une colonne a toujours le même type d'éléments. Donc, s'il y a des chiffres dans une colonne, c'est tout interprété comme des chiffres. Si c'est des caractères, c'est interprété comme des characters, comme des lettres. Et en fait, la matrice, c'est une structure deux-dimensionnelle, mais sauf que tous les éléments d'une matrice sont du même type. Donc, soit ils sont tous numériques ou tous des caractères. Et un vecteur, c'est simplement une collection de cellules avec une taille fixe, où toutes les cellules sont du même type, un peu comme une matrice, mais une matrice, c'est en deux dimensions.
Donc, question pour vous. Donc, en considérant cet histogramme, quel paramètre de position croyez-vous qui est le mieux adapté pour montrer la tendance centrale de cette variable? La médiane? Oui, dans le fond, la réponse est soit le mode ou la médiane, car la distribution est asymétrique. Donc, c'est que, en fait, la moyenne, c'est la moins bien adaptée dans ce cas-là. Donc, quel est le mode de la variable kilogramme, de la variable masse, dans le fond? « 14 ». Allô? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. En fait, oui, c'est pas 14. Je crois que vous regardez la fréquence absolue ici et que vous indiquez 14. Mais en fait, c'est 95 car on prend l'indice de la classe modale. Donc, la classe modale, c'est de 90 à 100, vu que c'est cette classe qui contient la fréquence la plus élevée. Ah, j'avoue. Merci. De rien. Donc, mettons par exemple, si je soustrais 5 kg à toutes les valeurs de la variable kilogramme, comment croyez-vous que ça changerait ma moyenne? Elle diminuerait de 5? Oui, exactement. Elle va diminuer de 5. Et mettons, si je fais la même chose, donc je soustrais de 5 kg toutes les valeurs de la variable kilogramme, comment est-ce que ça changerait la variance? Oui, c'est exactement. Ça ne changerait pas la variance parce que ça ne change pas les écarts entre les valeurs. L'écart entre les valeurs resterait la même. Donc, dans le fond, il faut que vous compreniez comment ces paramètres agissent dans différentes circonstances, mettons. Et comme une question que je peux vous poser, c'est que, mettons, si j'ai 1000 chiffres, la moyenne de ces chiffres est de 225 et j'ajoute 5 aux 5 premiers chiffres. Donc, quelle serait ma nouvelle moyenne? Donc, vous pouvez réfléchir à cette question, puis lorsque vous aurez la réponse, vous pouvez me contacter parce que je crois que là, j'ai terminé la liste, donc vous pouvez travailler sur votre TP et sur cette question si vous voulez et nous consulter, moi puis Laurence, lorsque vous avez des questions. C'est quoi la question? Donc, j'ai 1000 chiffres aléatoires et la moyenne est de 225. J'ajoute 5 au premier de ces 1000 chiffres aléatoires. Donc, quelle serait ma nouvelle moyenne? OK, voilà. La moyenne, Donc, c'est 200, vous dites? la moyenne est de 225. OK. Ouais. Donc, je vais tout de suite vous placer en groupe et vous pouvez soit prendre une pause ou commencer à travailler directement. C'est comme vous voulez. Il y a une question dans le chat. Il y a combien d'éléments? Il y a 1000 chiffres aléatoires.